Allô, Roger? Hey, Michael Eisner, CEO de The Walt Disney Company, mon bon ami, comment vas-tu? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ben, pour exposer les personnages du sketch de façon subtile. Bah c'est raté. Ouais! Tu vois, je voulais te dire, félicitations hein, pour le Roi Lion, c'est le plus gros succès de l'histoire de la boîte. On pensait avoir battu tous les records avec la petite sirène, mais vous venez de le reléguer au rang de modeste petit succès. Oh, bah tu sais, je ne fais que mon travail. Michael Eisner, CEO de The Walt Disney Company. Arrête ça. Naturellement. Du coup, on te fait entièrement confiance pour ton prochain projet, tu as carte blanche. Bah écoute, ça tombe très bien parce que j'avais une idée. Je voulais adapter l'histoire du prince et du pauvre de Mark Twain. Tu sais, c'est l'histoire où un prince rencontre un paysan qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ils échangent leur position et du coup le prince apprend l'humilité. Non mais je sais ce que c'est. On a sorti un court-métrage avec Mickey il y a 4 ans qui reprend cette histoire. Tu faisais partie de l'équipe des auteurs d'ailleurs. Oui, mais cette fois-ci, ça se passerait dans l'Empire Inca. Et ça s'appellerait le Royaume du Soleil. Écoute, j'adore le projet. Comment ça t'a fait dessus? Puis on voit pour 2000, disons, hein, 6 ans pour ce genre de projet, ça me semble réaliste. Nous, en ce moment, on est sur Pocahontas, un film musical, romantique et épique, très ambitieux, avec une pointe de comédie. On espère un plus gros succès que le Roi Lion. Ah ben, on croise les doigts, hein. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Allô, Roger? Hey, Michael Eisner, CEO de The Walt Disney Company. Mon bon ami, comment vas-tu? Évidemment. Très bien, merci. Je voulais savoir où ça en est. Ah bah écoute, là, je suis au Pérou. Non, t'es dans un jardin, là. Je suis au Pérou! On prend des photos, les artistes s'inspirent de la mythologie locale, franchement, passionnant. En plus, vu que ça avait vachement bien marché avec Elton John pour le Roi Lion, je me suis permis de contacter Sting. Qu'est-ce que tu veux foutre un catcheur dans un Disney? Sting le chanteur. Ah oui, bien sûr. Je me disais, je vois vraiment pas comment un catcheur peut se fondre dans le décor dans un dessin animé Disney. C'est drôle parce que Dwayne Johnson a joué dans Vaiana. C'est quoi, Vaiana? Et on est en 96. C'est qui Dwayne Johnson? J'ai rien compris de ce que je viens de dire, je crois que je viens de faire un AVC, mais je t'en prie, poursuis. Alors l'histoire, ce serait que Manco, l'égoïste empereur, rencontre Pacha, un humble éleveur de lamas qui lui ressemble trait pour trait. Ils échangent de vie parce que l'empereur s'ennuie et veut s'amuser. Mais sa conseillère, la diabolique Yzma, s'en rend compte. Elle utilise ce savoir pour faire avancer ses plans d'éteindre le soleil qu'elle juge responsable de son vieillissement. Pour rester jeune à jamais, elle prévoit d'éteindre le soleil en invoquant Supai, le dieu de la mort. À cette fin, elle transforme le vrai empereur en lama et manipule Pacha, qui lui tombe amoureux de Nina, la promise de l'empereur. Eh ben écoute, on a le romantique, on a l'épique, on a le mythologique. On est parti pour un autre classique d'animation Disney. Bah écoute, on espère, hein. D'ailleurs, pour Pocahontas, ça s'est passé comment? On a chié dans le cul. Ah! Ouais, les gens disent qu'on a insulté l'histoire de l'Amérique, que le film manque d'inspiration, que le scénario est paresseux, qu'il est pas drôle, on a tout raté. Ah bah je suis désolé. Non, mais ça arrive, on fera mieux avec notre prochain film. C'est quoi? Un film musical romantique et épique très ambitieux avec une pointe de comédie, c'est encore ce qu'on fait de mieux. Ça se passe en France, le Bossu de Notre-Dame, ça s'appelle. On va tout déchirer avec ça, puis on va oublier Pocahontas. Eh bah écoute, on croise les doigts. Oui, non, mais là, vraiment, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Allô, Roger? Hey, Michael Eisner, CEO de The Walt... Ta gueule, t'en es où? Eh bah écoute, on avance, on a déjà fait le casting de tous les personnages. On a David Spade pour Manco, et on a Owen Wilson pour Pacha. Bah, tu vois, on avance. Hein. Alors, Sting est hyper emballé par le projet. Sa femme a commencé à tourner un documentaire sur le tournage, et lui, il a déjà écrit 8 chansons pour le film. Enfin, il y a une super bonne synergie d'équipe, vraiment, c'est un beau projet. Eh ben super. Par contre, j'ai vu que les projections tests s'étaient pas super bien passées. Oui, mais c'est parce que les gens trouvent que c'est pas assez drôle, mais c'est des trucs qu'on peut régler après, ça. Ouais. On va les régler maintenant. Je te présente ton co-réalisateur, Mark Dindal. Ah. Bonjour. Je suis pas convaincu. Il va apporter un peu de fraîcheur au projet, ça va être super. Tiens, d'ailleurs, pour le Bossu de Notre-Dame, ça s'est passé comment? On a chié le cul. Vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Non, enfin bon, les retours ont été positifs, c'est juste qu'on est très loin du succès du Roi Lion. Mais heureusement, on a pu toucher beaucoup grâce aux goodies. C'était une bonne idée d'ailleurs, le contrat pour les jouets dans les Happy Meal de McDo. Ah ben, si c'est une bonne idée, les jouets dans les Happy Meal McDo... D'ailleurs, je leur ai dit qu'il y aurait des jouets le Royaume du Soleil pour 2000. On tient les délais, hein. On compte sur toi. Ah oui. Et puis, à deux, ça se passera plus vite. Ouais, on croise les doigts. Oui, je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Hein. Allô, Roger? Hey,
Hey, Michael Eisner, CEO de The Walt Disney Company, mon bon ami, comment vas-tu? Je suis pas ton ami, je suis ton boss. T'en es où? Oh. Bah, la collaboration avec Marc se passe pas super. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on a demandé à un catcheur d'écrire les chansons? Il va falloir trouver un moyen que ça marche parce que le projet est à 2 doigts d'être annulé, Roger. Eh, 2 doigts dans le cul. Oui, je comprends bien qu'on soit un peu en retard, mais là, franchement, si je pouvais avoir 6 mois de délai, je suis sûr qu'on pourrait le finir, ce film. Non mais t'as pas 6 mois de plus, on a un deal pour les Happy Meal pour l'été 2000. Et ça pile quand je chill dans la ville. Marc. Alors il faut que le film sorte en juin 2000 pour notre partenariat McDo. Mais je fais du cinéma, moi, je m'en bats les couilles du partenariat McDo. 2 doigts dans les couilles. Écoute Roger, je suis désolé, je peux pas t'accorder de délai. Ah bah, je quitte le projet. Ah. Bon, bah, Marc, t'es le seul maître à bord. Mais je vais te signer un producteur. Tiens, bah, Randy Fulmer, vous avez bossé ensemble sur La Petite Sirène. Mais c'est Roger Allers, ça, non? Ah non? Ah non, j'ai une cravate. Bon, vous essayez de me sauver ce projet, d'accord? Convainquez-moi que ça vaut le coup. Moi, je veux bien, mais le premier réalisateur vient de se barrer. Il va falloir un petit délai, disons 6 mois. Accordé. Je vous demande pardon. Bon, Marc, Randy, donnez-moi une bonne nouvelle. Bon alors, vu que les gens ont l'air de se lasser des films musicaux, romantiques et épiques, hyper ambitieux avec une pointe d'humour, on s'est dit qu'on allait changer 2-3 trucs. D'accord. Pas de musique, pas de romance, rien d'épique, aucune ambition, que de la comédie. D'accord. Ça va être fantastique. Mais du coup, vous avez pu garder des trucs que Roger avait préparés ou pas? Ah bah non. Non, on va tout jeter, hein. Ah bah les 3/4 des personnages, ça dégage. Les acteurs de ces personnages, ça dégage. L'animateur d'Isma. Il s'est barré. Et on a viré à peu près tout ce qui était du domaine mythologique. Oui, d'accord, mais les chansons de Sting, par exemple. Oh, alors ça, on a fait un truc super drôle. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, eh ben, on l'utilise plus. Par contre, on lui a demandé de composer une musique pour l'intro et pour la conclusion, mais il a pas voulu chanter. Sous prétexte qu'il était trop vieux. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait chanter, mais par Tom Jones. Je pense qu'il a genre 60 ans, quoi. Oui, donc ça, clairement, tu vois, c'était pas une bonne blague. Bah non. Mais Sting est d'accord avec ça? Bah non, il est furieux. Bon, bah on mettra ces chansons sur l'album de la bande originale du film, j'espère que ça lui ira. Mais vous avez gardé des trucs quand même. Oui, on a gardé 2 acteurs. Et l'empereur qui se change en lama, Ouais. ça, c'est vraiment drôle. Mais le film sera prêt pour décembre 2000. Ah ben, on croise les doigts. Je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Bon, donc reprenons, on part sur une comédie pure et dure. C'est bien ça. Donc on n'est plus sur le royaume du soleil. Alors, moi, j'avais plutôt pensé à Un royaume au soleil, mais Marc était parti sur... Cusco, l'empereur mégalo. Attendez, comment ça Cusco? Il s'appelait pas Manco l'empereur? Ah si, alors mais figure-toi que en japonais, c'est un terme argotique qui signifie le vagin. Ah oui, fallait changer, oui. Le vagin. Oui, donc du coup on part bien sur une comédie. Hein. De 90 minutes. Alors, est-ce qu'on compte le générique? Non, bah non, on compte pas le générique, non. Ah bah non alors. Bon bah disons qu'on compte le générique. Bah, toujours pas. Dieu, mais... Vous avez quelque chose de positif à me dire sur ce film? Il est marrant. Ah, il est marrant. Il est marrant. Ouais, je suis dans le cul. Cusco, l'empereur mégalo. Vous l'aurez compris à mon introduction, ce film est l'histoire d'un fiasco. Et pourtant, il est largement encensé par le public, il a de très nombreux fans très fidèles à travers le monde, et beaucoup le considèrent, moi le premier, comme le film le plus drôle des films d'animation Disney. Mais personnellement, mon intérêt pour le film, dans le cadre de cette émission, tient au fait que il est à la fois très bon et très mauvais. Il fait partie de mes 10 Disney préférés, je pense, mais on lui pardonne beaucoup de défauts. Vous allez voir de quoi je veux parler. L'histoire s'ouvre sur le cliché salement éculé de « Ouais, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'ai atterri ici. » Cusco, interprété en français par Didier Gustin, qui fait office de narrateur, nous renvoie à l'époque où il n'était pas encore un lama, mais un empereur. Oh ouais! La séquence de la chanson d'intro caractérise Cusco de façon très évidente.
Il exige une quantité d'efforts surnaturels de ses sujets et ne fait pas le moindre effort lui-même. La caractérisation est extrême. On voit 4 serviteurs tailler une porte gigantesque en un claquement de doigts, un bateau partir de la salle de trône de l'empereur. Bref, d'emblée, un truc choc, on n'est pas dans un Disney ordinaire. On est même carrément chez les Looney Tunes. Le comique de situation hyperbolique, comme ça, c'est de la comédie à la Warner, pas à la Disney. C'est Bugs Bunny, c'est les Animaniacs, c'est Freakazoid, c'est les courts-métrages de Tex Avery ou de Chuck Jones. Donc on part sur quelque chose de différent. Différent, c'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Et différent, c'est un peu ce que les studios Disney cherchaient à l'époque. Et au milieu de la chanson, on arrive à notre premier problème du film. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Oui, c'est drôle, mais ça nous dit quoi? Que Kuzco tue son peuple à la moindre contrariété. Avec cette scène rigolote là qui paye pas de mine, ils viennent passer de enfant gâté surpuissant à tyran sanguinaire. C'est pas la même caractérisation. À la fin de la chanson, il passe en revue de futures épouses, ce qui ne reviendra plus jamais dans le scénario. Et là, on a toute la substance du film, les gags secondaires qui n'ont aucun impact sur le scénario occupent la moitié du film. Et c'est souvent eux les plus drôles d'ailleurs. Vous allez voir de quoi je parle. On nous montre Pacha, interprété par Jacques Franz bien sûr, le chef de village qui est très avenant et serviable. On nous montre Yzma, la conseillère du roi, brillamment interprétée par Elizabeth Winner. Et on nous montre Kronk, le bras droit d'Yzma, avec la voix de l'un de mes acteurs préférés en termes de doublage, Emmanuel Curtil. Cette dernière prend la place de Kuzco dans son dos. Ça l'énerve, il la vire, et il apprend à Pacha, son chef de village, qu'il a l'intention de raser le dit village pour construire à sa place Kuzcotopia, un parc d'attractions rien que pour lui, au mépris de son peuple. Et là, on a encore un problème. Yzma dit aux villageois en doléance qu'elle se moque de savoir si sa famille a à manger. Bon, c'est pas glop, mais à choisir un monarque, entre Yzma et Kuzco, vous choisiriez qui? Oui, Kronk, oui, mais c'était pas la question. Votre choix, c'est celle qui se moque que ses sujets puissent manger, ou celui qui détruit un village pour faire construire un parc d'attractions pour lui tout seul à son image. Go Yzma, go Yzma. Et il la vire séance tenante alors qu'elle est à son service depuis des années, ce qui est profondément injuste. Alors en exposant tout ça, que ferait un bon scénario? Alors déjà, faut qu'il apprenne qu'on ne peut pas tuer les gens. Faut qu'il apprenne à faire passer les besoins de son peuple avant les siens. Oui, il pourrait proposer à Yzma de la réembaucher en lui présentant ses excuses. Ouais, et comme elle va refuser ses excuses de façon cruelle, ça va servir de leçon à Kuzco pour devenir meilleur. Oui, et d'ailleurs, Kronk pourrait être un pivot pour ça. Kuzco pourrait se montrer gentil à son égard, ce qui prouverait à Kronk qu'Yzma n'a jamais vraiment été gentil avec lui. Ouais, le film fera rien de tout ça. Le message, c'est l'importance de l'amitié. Mais pourquoi? Parce que rien n'a d'importance. Tout ce que vous retiendrez de ces deux scènes, c'est Yzma méchante, Kronk rigolo, et ça. Je vais bien, je n'ai rien. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, comment me remercier? Alors évidemment, Yzma cherche à se venger, pour ça elle va dans son labo secret. Vous allez me tuer si je laisse pas cette scène-là. Abaisse le levier, Kronk. Pas celui-là! Ah. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé ce levier? C'est l'occasion de saluer deux choses. Le timing comique du film est souvent impeccable et le doublage français est parfait. Et avec un autre petit extrait, je vais saluer une autre grosse qualité du film. Je vais le changer en puce. Une toute petite puce de rien du tout. Et ensuite, je mettrai cette puce dans une boîte. Et je mettrai cette boîte dans une autre boîte. Et puis, je m'enverrai cette boîte par la poste. Et quand elle arrivera, je les gravouillerai avec un marteau. L'humour absurde est très délicat à maîtriser parce qu'il nécessite deux choses. Un élément de rationnel et de l'inattendu. En transformant Kuzco en puce, elle l'élimine. Donc vraiment, le plan est terminé. Et d'ailleurs, elle précise une toute petite puce de rien du tout, pour insister sur le fait que ça pourrait être la fin du plan. Mais là, elle veut mettre la puce dans une boîte. Le plan n'est pas fini, c'est inattendu. Elle mettra cette boîte dans une autre boîte, c'est encore inattendu. Ce qui est attendu maintenant, c'est une raison de mettre la puce dans une boîte. Mais on n'aura pas cette explication. Elle s'enverra cette boîte à elle-même pour l'écraser avec un marteau. Donc elle passera par 3 étapes superflues pour réaliser son plan, c'est absurde et c'est drôle. Et quand elle revient sur son plan, le seul défaut qu'elle lui trouve, c'est que ça va coûter un timbre, donc il vaut mieux l'empoisonner. À chaque fois, le gag fonctionne parce qu'il est rattaché au rationnel par un élément inattendu. Mais, et là on va revenir à ce que je mentionnais quand je parlais de la scène avec les épouses potentielles de Kuzco, rien de tout ça n'a d'impact sur le scénario. On vient de passer 30 secondes sur une scène très drôle, mais
absolument inutile. Et on a un autre exemple de ça dans la scène directement après. L'enjeu de la scène, c'est que Kuzco boit le poison, mais Kronk s'est trompé de fiole, donc l'empereur se transforme en lama et Yzma demande à son bras droit de l'achever. Mais il y a tout un passage où Kronk oublie dans quel verre il a mis le poison, veut en remettre, il y en a plus, il les mélange, il informe Yzma de ne pas boire le verre et ça ne sert à rien. Pareil dans la scène suivante, l'enjeu, Kronk va pour éliminer Kuzco, mais il est pris de remords. Et alors qu'il se demande quoi faire, Kuzco atterrit sur la petite charrette de Pacha qui le ramène à son village. Et il y a tout un passage avec le cliché du petit ange et du petit démon qui ne sert à rien puisqu'aucun des deux personnages n'essaye d'influencer Kronk, ils font juste des blagues. On pourrait faire un sketch pour illustrer ça, genre avec des proutes. Je vois vraiment pas à quoi ça servirait là. Tu as raison, ne te laisse pas avoir. Ton public vaut mieux que des proutes. Y'a rien de mieux que des proutes. Faut les claquettes en terrasse. Les claquettes en terrasse. Bah oui, comme ça tes pieds ils sont pas sales et puis t'as pas trop chaud. Tu me dégoûtes. Bon, tu vois, je pense que l'important c'est d'aller à l'essentiel. Si je dois aller à l'essentiel, qu'est-ce que tu fous là exactement? Oh non, mais voilà, tu vois ce que t'as fait. Bon, mais non, c'était pour rigoler. Allez, reviens. Non. Bref, on découvre la famille de Pacha, notamment sa femme, première femme enceinte dessinée de l'histoire de Disney, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui s'inquiète pour son mari, qui est malicieuse, bref, un personnage en or, et aussi leurs deux enfants. En fait, contrairement à l'ambiance Kuzco, Yzma et Kronk, là on retombe plus dans le style traditionnel Disney. Pacha ne trouve pas les mots pour lui dire que leur village va être détruit, donc il s'isole. Kuzco se réveille. Il parle, Pacha a peur, mais finit par reconnaître l'empereur. Empereur Kuzco? Sans blague. Pour un film qui gaspille autant de temps sur des trucs sans importance, il aurait pu en consacrer un petit peu au fait que Pacha finisse par reconnaître l'empereur. Parce que là... Eh dis donc, je t'ai pas demandé de me mouiller la tête, pauvre con. Mais depuis quand êtes-vous ma brosse à dents, monsieur Bruce Willis? Ma... Bruce à dents? Kuzco pense que Pacha l'a changé en lama et exige qu'il le ramène au palais. Probablement inspiré par les mots de sa femme, ce dernier refuse tant que l'empereur n'a pas abandonné son idée de Kuzcotopia. Évidemment, il ne l'écoute pas et décide de retrouver seul son chemin à travers une forêt dans laquelle on trouve ce genre de bestiole, et une forêt dans laquelle il assiste à un meurtre. Non, si cette mouche demande de l'aide avant de se faire tuer. Et les seuls animaux qui parlent dans ce film sont les êtres humains qui ont été changés en animaux. Donc cette mouche était un être humain. Bref, on passe en mode full cartoon, Kuzco énerve un écureuil, il se fait pourchasser par des panthères, mais Pacha arrive à temps pour le sauver, ils tombent dans une cascade et peuvent enfin parler un peu. Pacha essaie de faire comprendre à Kuzco que raser un village pour son plaisir égoïste, c'est mal, mais Kuzco en a parfaitement conscience et il s'en fout, il veut juste rentrer chez lui. Et Pacha lui dit cette phrase très bizarre et hors de propos. Vous savez quoi? Un de ces quatre, vous allez vous retrouver tout seul, et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Alors on pourrait arguer que oui, effectivement, il a toujours besoin de gens à son service, il a besoin de gens pour l'admirer aussi, mais c'est pas exactement comme s'il était tout le temps hyper entouré, Kuzco. Il souffre pas de la solitude, enfin, ça a jamais été le sujet du film. Pendant ce temps, Yzma prend le pouvoir, ce qui ne change absolument rien au gouvernement. Elle réalise que Kuzco est toujours vivant et donc part à sa recherche. On apprend que les enfants de Pacha sont médiums, mais on n'y revient jamais. J'ai fait un cauchemar où papa était attaché à un tronc. Il était entraîné contre son gré dans un torrent mortellement dangereux. Il pouvait rien faire. Moi, dans mon rêve, papa, il embrassait un lama. Ouais. Pendant ce temps, Kuzco prétend changer d'avis, Pacha lui fait promettre qu'il est sincère, insistant sur l'importance d'une poignée de main, mais Kuzco a menti, les yeux dans les yeux à l'homme qui essaye de le protéger, et sur la route du palais, il le laisse pour mort. On est à la moitié du film. Si tout n'était pas qu'une vaste blague, l'ardoise de Kuzco commencerait à être incroyablement salée. Bref, ils tombent tous les deux, je sais pas ce que ce film a avec les chutes vertigineuses, mais bon bah voilà, on y retourne, et ils doivent apprendre à compter l'un sur l'autre pour s'en sortir. Ça, et sur le fait que la magie du scénario soit avec eux. Et dans un gag directement tiré de Bip Bip et Coyote, un bout de falaise s'effondre et Kuzco sauve Pacha, confortant ce dernier dans l'idée que l'empereur n'est pas insensible à 100% aux problèmes des autres. Ouais... Alors 1, il a toujours besoin de toi pour rentrer au palais, donc si tu meurs, c'est toujours son problème. Et 2, il a toujours l'intention de raser ton village, il allait te laisser mourir, il a refusé de te faire confiance 2 fois, mais t'es sûr qu'au fond, c'est un bon gars parce qu'il t'a sauvé une fois par réflexe? Pacha... T'es
T'es débile. Bref, pendant ce temps, Yzma et Kronk cherchent Kuzco, sans succès, mais ils croisent l'écureuil de tout à l'heure qui leur indique par où il est parti. Et ça prend vraiment longtemps. Yzma et Kronk atteignent une auberge où se trouvent Pacha et Kuzco déguisés. Pacha les entend dire qu'ils veulent tuer l'empereur et Kronk le reconnaît presque. Donc il essaye de convaincre Kuzco qu'ils doivent partir en vitesse, mais ce dernier pense que Pacha lui ment et va donc retrouver Yzma et Kronk. Pile à temps pour les entendre avouer leur sinistre dessein. Il veut donc retrouver Pacha, mais le chef de village est parti. Un tout petit peu plus loin. Genre Kuzco le rattrape dans la scène suivante. Et Pacha lui pardonne. Il se serre même pas la main, genre Kuzco a appris l'importance d'une promesse pour faire écho à la scène précédente. Non, c'est... Kuzco a juste du bol que Pacha soit à la fois le gars le plus naïf et le plus patient de la galaxie. Pendant ce temps, Kronk s'est rappelé où il a vu Pacha et ils sont donc allés à son village. Comment il a identifié le village? Je ne sais pas, tu ne sais pas, personne ne sait, tout le monde s'en fout. S'ensuit 5 minutes de sketch à la Looney Tunes, qui ne servent absolument à rien, où la famille de Pacha fait diversion, pendant que les protagonistes s'enfuient. Les méchants les poursuivent, mais échouent à les rattraper, ce qui n'a aucune importance, puisqu'ils se retrouvent tous dans le labo secret d'Yzma, où cette dernière a une fiole pour transformer les animaux en humains. C'est bien ça l'utilité de cette fiole là, hein, c'est... Ça voudrait dire que... Kronk serait... Je vais chercher trop loin. Yzma demande à Kronk de les achever, il hésite, elle le provoque, donc il essaye de la tuer. Depuis quand t'es comme ça, Kronk? Mais comme c'est un cartoon, elle s'en sort et évidemment lui fait faire une chute vertigineuse. Les fioles se mélangent, ce qui occasionne moult transformations et une course-poursuite avec des gardes changés en animaux. À la fin de la course-poursuite, il n'y a plus que 2 fioles. Yzma s'empare de l'une des 2 et, en parodiant l'un des tropes les plus courants de l'histoire de Disney, la transformation du grand méchant en gigantesque créature dangereuse, Yzma se transforme en fait en petit chaton. 2 ou 3 péripéties plus tard, Kuzco a l'occasion de prouver qu'il préfère sauver Pacha plutôt que de se retransformer en humain, et ils ont également l'occasion de remettre à profit le travail d'équipe que leur aventure leur a enseigné. Mais cette fin est assez représentative du film parce que ce n'est ni le travail d'équipe, ni le sauvetage in extremis de Pacha qui sauve la situation et permet à Kuzco de redevenir humain. Entendons-nous, ça devrait être ça. Prenons les autres excellents Disney où le protagoniste a appris une leçon de vie. Simba sauve la situation en endossant ses responsabilités de roi. Aladdin bat Jafar en lui disant la vérité et en manipulant son orgueil. Le mensonge et l'orgueil ont été les 2 défauts d'Aladdin jusque-là. La Bête rompt la malédiction par un acte d'amour en épargnant la vie de Gaston. Hercule vainc Hadès en devenant un héros, en se sacrifiant pour celle qu'il aime. Dans Kuzco, ce qui sauve la situation, ce sont 2 gags. Un absurde et une énorme corde de scénario avec un abat-jour. Pourquoi un abat-jour? Je vous expliquerai tout ça quand on reviendra sur les qualités et les défauts du film dès la fin de ce résumé. Les 2 gags qui sauvent la situation sont donc Yzma fait, quoi d'autre, une chute vertigineuse, la fiole tombe ensuite, mais Yzma tombe sur un trampoline que vient de monter un marchand de trampoline et elle rattrape la fiole au vol. Et l'autre gag, c'est Kronk qui écrase la porte d'une trappe sur Yzma alors qu'elle vient de récupérer la fiole. Donc Kuzco redevient humain, et pour vous donner une idée d'à quel point le film ne sait pas ce qu'il veut dire, la fin originale voulait que Kuzco construise Kuzcotopia mais sur la colline d'à côté. Ce qui est la fin logique, en somme. Je veux dire, le problème n'a jamais été qu'il veuille construire Kuzcotopia, mais qu'il veuille raser un village pour ça. Dans la fin originale, il construit Kuzcotopia à côté du village et tout le monde peut y aller. Mais Sting leur a écrit une lettre pour dire qu'il n'avait pas passé 20 ans de sa vie à défendre les droits des indigènes pour que le film auquel il a participé se conclue sur la construction d'un parc d'attractions. Mon souci, c'est que la nouvelle fin est un peu naze. Dans l'original, il partage sa fortune, il est devenu généreux plutôt qu'égoïste, il offre une peluche au nouveau-né de Pacha et Chicha. Là, c'est Chicha qui lui offre un poncho, et il s'est offert une simple maison parce qu'il est devenu humble. Ça n'a jamais été le sujet du film. Je veux dire, certes, il a toujours vécu dans la démesure, mais ça lui a jamais posé de problème. Pourquoi est-ce qu'il aurait appris à être plus modeste? Bref, pour autant qu'on sache, il fait toujours passer son plaisir égoïste avant celui des autres. Il est pas un meilleur empereur, il est pas plus à l'écoute de son peuple, mais il a un ami maintenant. Youpi pour lui. Et mieux que ça, Yzma suit des cours de scoutisme auprès de Kronk. Tu me dois un gland tout neuf. Squeak, 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 squeaky. Squeaker. Je suis très fier de vous, les jeunes. Pourquoi? Et elle veut toujours probablement tuer Kuzco. Mais pourquoi est-ce qu'elle suit des cours de scout auprès de Kronk? Oui, ça c'est de l'humour absurde qui fonctionne pas parce que
Il y a une trop grosse rupture avec le rationnel. Mais bref, en entendant ce résumé, vous êtes probablement nombreux à fulminer parce que j'ai dit beaucoup de mal du film et parce que j'ai pas évoqué toutes ces scènes que vous avez adorées, mais c'était la partie résumée du film. Or, quand on résume quelque chose, on va de point important en passant par les articulations essentielles. Or, souvenez-vous. Et là, on a toute la substance du film, les gags secondaires qui n'ont aucun impact sur le scénario occupent la moitié du film. Et c'est souvent eux les plus drôles d'ailleurs. Alors sans plus attendre, nous allons parler de tout ce qu'il y a de mauvais, mais surtout de tout ce qu'il y a de bon dans Cusco, en évoquant 5 points négatifs et 5 points positifs, rangés par ordre d'importance, d'après moi. Numéro 10. L'animation. Ouais, surprise, c'est un Disney, l'animation est excellente. Elle est fluide, dynamique, et comme souvent quand je monte une vidéo avec des extraits d'animation Disney, j'adore passer image par image sur les scènes impliquant un choc ou sur les actions un peu rapides en me disant que chaque image du film a été conçue et réalisée par quelqu'un. Je suis toujours sidéré par le savoir-faire que ça demande. Cela étant dit, je vais mettre un petit bémol sur les décors. Je les trouve souvent très vides. Genre, la plupart des décors sont flous et désaturés. Et là, c'est même pas en comparaison avec les précédents Disney, parce que parfois, les décors sont très chouettes, mais pas souvent. Mais ça n'entache pas vraiment la qualité générale de l'animation. Quand le soleil est à son angle idéal, les collines chantent. Numéro 9. L'ambition. Ok, c'est un défaut, mais ils ont sûrement bien fait. Et là, c'est entièrement en comparaison avec ses prédécesseurs. En 2000, les studios Disney ont toujours la réputation d'être des monstres d'ambition, avec Blanche-Neige, avec Fantasia, avec La Belle au Bois dormant. Et les années 90 ont été spectaculaires en ces termes. La Belle et la Bête est le premier film d'animation nommé pour l'Oscar du meilleur film. Disney coproduit Toy Story, et évidemment Le Roi Lion, La Petite Sirène, Le Bossu de Notre-Dame. Alors un buddy movie de 75 minutes, oui, ça pâlit en comparaison. C'est bien qu'ils aient compris qu'ils ne pouvaient pas révolutionner le cinéma d'animation tous les 2 ans, mais c'est regrettable qu'ils l'aient compris si tard dans la conception du film. Je suis devenu un vieux lama qui pue. Numéro 8. Les clichés. Ok, reconnaître qu'un cliché est un cliché ne l'annule pas. Et Cusco, pour le meilleur et pour le pire, est blindé de clichés. La structure même d'un buddy movie est cliché. Tout oppose personnage A et personnage B, mais ils vont s'apprivoiser et leur aventure va les faire grandir. Les anges et les démons d'épaule, le labo secret, le personnage principal qui est aussi le narrateur, la femme au foyer qui a un tempérament très fort, le pont de singe qui se casse la tronche, se retrouver suspendu au-dessus de crocodile, l'averse qui tombe d'un coup au pire moment, et bien sûr, toutes les chutes vertigineuses, idéalement avec un petit délai sur la gravité. Écoutez, je vais pas vous refaire tout le film, on se noie sous les clichés, mais ça joue aussi beaucoup au profit du dessin animé. On y revient très bientôt. Oh, j'aurais dû m'en douter. Numéro 7. Les enjeux. La raison pour laquelle c'est très difficile de raconter une histoire engageante dans un style à la Looney Tunes, c'est que tu ne peux pas vivre les épreuves des personnages avec eux si les enjeux n'ont pas de poids. Si tout est une blague, rien n'a vraiment d'intérêt. Déjà, la menace de mort est exclue d'entrée de jeu. Personne ne peut mourir dans le film. D'ailleurs, c'est le premier Disney où aucun personnage nommé ne meurt depuis Bernard et Bianca en 1977. Et très franchement, personne ne peut souffrir non plus. Le seul personnage qui souffre un peu dans tout le film, c'est Pacha, quand il a peur de voir son village se faire détruire. Et même ce moment-là est évincé avec une intervention humoristique de Cusco en tant que narrateur. Cusco vit l'expérience traumatisante d'être changé en animal, et quand il s'en rend compte, ça devient directement une blague. Bref, il n'y a aucune chance d'être entièrement émotionnellement investi si les personnages ne risquent rien. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Numéro 6. Cusco et Yzma. Ça, pour moi, c'est un vrai problème de caractérisation. Yzma et Cusco sont trop semblables. Et même, Yzma me semble moins mauvaise que Cusco. Dans les 5 premières minutes du film, Cusco fait tuer un homme pour rien, même si sa victime survit. Yzma a fait tuer un homme, qui survit aussi, mais c'était par vengeance pour un traitement injuste, pas par caprice. D'ailleurs, Cusco vire Yzma parce qu'elle fait son travail à sa place et manipule Pacha pour retourner au palais avec la ferme intention de le laisser mourir ou de l'emprisonner à vie. On parle de la femme qui l'a élevé et d'un homme qui lui a sauvé la vie. Quelle est la seule interaction qu'on voit Yzma avoir avec une autre personne ? C'est avec Kronk. Et certes, elle perd souvent patience, mais d'une part, c'est assez justifié, on perdrait tous patience avec Kronk, mais elle a aussi quelques moments de complicité avec lui. Elle accepte de goûter son dessert, elle ne le renvoie jamais malgré son indiscutable incompétence. Certes, c'est Cusco qui a une histoire de rédemption, mais au départ, Yzma est moralement meilleure. Mais comment ose-t-il me faire ça, à moi qui l'ai pratiquement élevé ?
Oui, ça aurait dû faire de lui un chic type. Numéro 5. Les abat-jours. Et pour vous expliquer ce que sont les abat-jours en termes de scénario et de mise en scène, je laisse la parole au professeur Van Glockenspiel. Bonjour les enfants, aujourd'hui dans le laboratoire du professeur Van Glockenspiel, les abat-jours. Ce que les anglophones appellent le lampshade hanging ou lampshading et qu'on peut maladroitement traduire par abat-jour est une technique d'écriture ou de réalisation. Parfois, dans une fiction, la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur est menacée par un élément. Le public risque de sortir émotionnellement ou psychologiquement de l'histoire, de façon métaphorique. On peut imaginer une ampoule qui brille très fort et qui empêche de se concentrer sur autre chose. Eh bien, le lampshading consiste à attirer l'attention sur cette ampoule pour pouvoir ensuite se permettre de l'ignorer. Ça semble contradictoire, mais c'est en réalité très efficace. Prenons 3 exemples courants de rupture de la suspension consentie de l'incrédulité. L'utilisation d'un cliché, une coïncidence scénaristique et une incohérence, voire une erreur. Par exemple, dans le film d'animation Vaiana, l'un des personnages fait remarquer à la protagoniste que si elle porte une robe et qu'elle a un animal de compagnie, elle est une princesse, attirant l'attention sur l'un des clichés les plus courants des dessins animés Disney. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, un professeur demande à Harry et ses amis pourquoi à chaque fois qu'il y a des ennuis, ils sont dans le coin. Et Ron lui répond que ça fait 6 ans qu'il se pose la question. Et enfin, dans l'ère d'Ultron, le personnage de Harry Kiwi fait remarquer qu'il affronte une armée de robots avec un arc et des flèches et que ça n'a aucun sens. On peut même citer des exemples de chacune de ces utilisations dans le film Cusco, puisque le film met un abat-jour sur l'utilisation d'un cliché à plusieurs reprises. Par exemple, le cliché de la chute d'eau. Laisse-moi deviner, on est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais, Rocher pointu à la réception. il y a des chances. C'est parti. Le film utilise un abat-jour sur une coïncidence scénaristique à la toute fin du film. Quel était le pourcentage de chances que cette trappe débouche ici? Et on a l'utilisation d'un abat-jour sur une incohérence dans ce fameux extrait. Comment es-tu arrivé ici avant nous? Comment on a fait, Kronk? Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Ce procédé marche sur la fine frontière entre la paresse et la facilité d'écriture et la comédie. La qualité de chacune de ces utilisations relève donc de l'appréciation individuelle. Eh, ça ressemble à ce qu'il t'a dit le jour où il t'a viré. Je sais, c'est ça l'ironie du sort. Numéro 4. La morale. Je vous ai déjà parlé du fait que Kuzco est monstrueux, même par rapport à Yzma. Mais mon vrai problème, c'est pas tant ça, puisqu'à la fin du film, Yzma perd patience avec Kronk, Kuzco présente des excuses, bref, chacun finit à sa place. Non, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est l'écart immense entre les actes de Kuzco et sa rédemption. On peut passer l'éponge sur la tentative d'assassinat du petit vieux, c'est vraiment présenté comme un gag et le petit vieux s'en sort. On peut même pousser jusqu'à lui passer ce qu'il fait à Yzma. Elle usurpe son trône et mérite un châtiment. Mais ce que Kuzco fait à Pacha, c'est vraiment cruel et injuste. Et Kuzco ne paye jamais. Sa seule punition, c'est d'avoir été transformé en lama. Littéralement, le seul moment où Kuzco est puni pour ses mauvaises actions, c'est cette scène où il mange de l'herbe. Le reste du temps, les autres personnages le sauvent, lui pardonnent, lui font confiance qu'il n'a jamais vraiment mérité. Prenez d'autres bonnes histoires de rédemption. Vador finit par rejoindre le côté clair, mais ça lui coûte la vie. Severus Rogue a tué l'une des rares personnes qu'il respectait, a perdu l'amour de sa vie, puis sa propre vie pour devenir une meilleure personne. Dans les romans Le Trône de Fer, Jaime Lannister devient peu à peu quelqu'un de meilleur, mais pareil, ça lui coûte cher. À aucun moment, Kuzco n'a vraiment sacrifié quoi que ce soit pour qui que ce soit, et à aucun moment il n'a mérité la confiance de Pacha, de son peuple ou de qui que ce soit d'autre. Kuzco est un véritable sociopathe pendant les 2 premiers tiers du film, et sa rédemption est très loin d'être suffisante. C'est, d'après moi, le plus gros défaut de ce dessin animé. Fatigué d'être un lama? Oui. Numéro 3. Le doublage français. Surprise numéro 2, on a toujours le meilleur doublage du monde. Enfin, j'en sais rien, il n'y a que 2 langues que je comprends suffisamment bien pour pouvoir juger un doublage, mais des deux, clairement,
on a le meilleur doublage. Même pour un film aussi bien doublé en anglais que Cusco, You really should have thought of that before you became peasants. We're through here. Take him away. Next! on parvient quand même, d'après moi, à faire mieux que l'original. Ça, vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir paysan. Fin de l'audience. Qu'on emmène. Suivant! Et ce qu'il y a de très fort, c'est qu'on parvient à garder l'idée originale. Je vous ai parlé de l'excellent travail des acteurs qui font aussi bien, sinon mieux, que leurs compatriotes, moins habitués aux films d'animation. À ce stade, par exemple, Jonathan Goodman, qui interprète Pacha en VO, avait 2 films d'animation à son actif. I don't understand how this could happen. Son homologue français, Jack France, voix régulière de Robert De Niro entre autres, en avait 10, avait doublé dans 2 jeux vidéo et un nombre incalculable de films américains. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Pareil, Patrick Warburton fait un excellent travail dans le rôle de Kronk. The Emperor needs his drink. Right. Oh, right. Mais nous avons notre trésor national, le doubleur régulier de Jim Carrey et de Mike Myers, Emmanuel Curtil. L'empereur voudrait son verre. Ouais. Oh. Ouais. Mais en plus, le travail de traduction est excellent, parce que c'était l'époque où les traducteurs avaient plus d'1 semaine pour traduire un film. Du coup, ils pouvaient prendre le temps de réfléchir à une bonne traduction, et ça se sent. Hey, did you see that sky today? Talk about blow. Tiens, j'ai croisé ma cousine aujourd'hui. Elle avait une robe. À plusieurs reprises, ils rajoutent des petites vannes à droite à gauche qui ne sont pas dans la version originale. Be gone. Or, you know, however I get rid of you guys. That'll work. Disparaissez. Ou je vais devoir résilier mon abonnement. Bon, d'accord. Bref, c'est un excellent travail de doublage, d'une façon générale. Mon seul petit regret, c'est Christophe Lemoine qui double Cusco dans la bande-annonce et il fait également partie de mes voix préférées. J'aurais préféré l'entendre pendant le film. Laisse-moi deviner, on est sur le point d'aborder une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception? Il y a de grandes chances. C'est parti. Numéro 2, l'humour absurde. Je l'ai évoqué en vitesse dans le résumé, mais l'humour absurde, c'est cette dimension qui change Cusco d'un mauvais Disney en bon, voire très bon film d'animation. Ça tient en 3 mots. Décalage, hyperbole, rationalisation. Je pourrais parler de pratiquement tout le film, mais je vais vous donner quelques scènes en exemple. La scène avec les panthères, tiens par exemple. D'abord le décalage, l'écureuil qui gonfle un ballon de baudruche et qui l'éclate et ça ne réveille pas les panthères. Si ça n'avait été que ça, la scène n'aurait pas été drôle du tout. Mais rajoutez-y de la rationalisation, avec le fait que quand Cusco hurle, ça réveille effectivement les panthères, qu'il se rende compte de son erreur une fraction de seconde trop tard, que l'écureuil soit suffisamment conscient pour façonner un lama en ballon de baudruche, et pour habiller le tout, l'hyperbole, ou l'exagération si vous préférez. Le fait qu'il y ait une vingtaine de panthères, qu'elles se réveillent toutes en même temps, et encerclent Cusco en un quart de seconde, le bruit du ballon... Tout concourt pour créer une bonne séquence absurde. Un deuxième exemple, la séquence de traduction de l'écureuil. Évidemment, c'est décalé parce que on peut pas communiquer avec les écureuils, mais il y a 2 éléments de rationalisation qui rendent ça drôle. D'une part, Kronk parle une nouvelle langue, ce qui est normal. Pour se faire comprendre de quelqu'un qui parle une autre langue, faut parler cette langue. Mais ce qui est décalé aussi, puisque d'une part, l'écureuil ne dit pas ça du tout. Squeaky, squeaky, squeakera, squeaky. Et d'autre part, il en veut à Yzma, ce qui est normal puisqu'elle vient de l'envoyer chier. Autre élément rationnel, Yzma est exaspérée à l'idée que son bras droit parle à un écureuil. Ajoutons à ça un peu d'hyperbole avec le fait que l'écureuil veut qu'Yzma se tienne très loin pour se confier à Kronk, et le fait que le langage écureuil semble fonctionner comme des déclinaisons latines ou comme des conjugaisons, un seul mot dont le suffixe change, et pouf, on a de l'absurde qui fonctionne. Et franchement, c'est ce qui fait tout le succès du film. À un élément près... D'accord, tout bien réfléchi. Fais-moi une salade de pommes de terre. Numéro 1. Kronk. Dans une ancienne vidéo, vous m'avez entendu dire que Kronk était le meilleur aspect du film, et il est facile d'interpréter ça comme c'est une comédie et donc le personnage le plus drôle en est le meilleur aspect. C'est en partie vrai, mais vraiment, Yzma et Kronk se partagent la première place de personnage le plus drôle. Non, ce qui fait de Kronk la perle de ce film, c'est qu'il en est la clé pour le comprendre et l'apprécier. Comme tous les bons abrutis de fiction, Kronk n'est pas vraiment bête, il sait parler l'écureuil, il enregistre une commande au restaurant alors qu'il est pris au dépourvu en un clin d'œil. En fait, Kronk est très investi
dans ce qui n'a pas d'intérêt pour l'histoire et se désintéresse complètement de ce qui est primordial. Quand Yzma le félicite pour le meurtre apparent de Kuzco, Kronk croit qu'elle lui parle de ses gougères aux épinards, parce que pour lui, c'est ce qui importe, c'est ce qu'il a fait de bien ce soir-là. Quand l'écureuil lui dit qu'il s'est fait engueuler par un lama qui parle, Kronk percute pas que la raison pour laquelle il est en expédition, c'est pour retrouver un lama qui parle. Lui, il cherche les spécimens d'oiseaux et discute avec les écureuils. D'ailleurs, quand il empoisonne l'empereur dès le début du film, ou quand il l'assomme un peu après, il n'a aucune espèce de remords. Pas parce que c'est un sociopathe qui se moque de tout sauf de lui comme Kuzco, mais parce qu'il est plus concerné par autre chose, la qualité de ses gougères aux épinards et le fait que Kuzco ait été changé en lama. L'écriture des gardes changés en animaux est très bonne à ce niveau-là aussi. Leurs deux seules répliques ont cette dynamique. Ils sont confrontés à un énorme problème, le traitent comme un petit problème, lui apportent donc une petite résolution, et du coup, il n'y a plus de problème. D'abord, expérience traumatisante, ils sont changés en animaux. L'un d'eux suggère qu'il aimerait rentrer chez lui, comme si être changé en vache était un rhume. Yzma lui accorde cette solution, et il n'y a plus de problème. Et un peu plus tard dans le film, la même Yzma leur demande de sauter dans le vide pour attraper Kuzco. Problème, ils vont probablement mourir. Solution, un discours complètement pété. Venez les gars, personne n'est éternel. Et du coup, il n'y a plus de problème. Dans ce film, comme pour Kronk, tous les petits problèmes sont des gros problèmes, et tous les gros problèmes sont des petits problèmes. C'est pour ça que Pacha est un peu chiant d'ailleurs, parce que pour lui, seuls les gros problèmes sont des problèmes. Et c'est pour ça que ce film flotte au-dessus des ennuis, parce que certes, sa trame principale est à la fois cliché et mal faite, mais tout ce qui est secondaire est très drôle. Et comme pour Kronk, c'est ce qui est secondaire qui compte vraiment. Oui, mais le dîner... Kronk, l'air de rien, c'est important. Un petit dessert alors? On en a déjà parlé. C'est une harpe et tu le sais très bien. D'accord, c'est une harpe. Mais ça, c'est une robe. Et voilà, c'est tout pour Kuzco. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ce que je trouve fascinant dans ce film. Mais pour la prochaine fois, je vous propose qu'on s'éloigne un peu du registre familial de Disney, des dessins animés d'une façon générale, pour aller vers un genre que j'adore et qui est généralement déconseillé aux enfants, le cinéma d'horreur. Je vous laisse me suggérer des films dans les commentaires, et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao! Bonjour. Attends, j'étais pas prêt. Attends, je suis moi aussi, du coup.